Bonjour Mathieu, nous sommes très heureux de te revoir et une nouvelle fois, même si ça fait quelques semaines maintenant, toutes nos félicitations pour ton entrée en élite de l'Ultra Trail mondial. Le sport et particulièrement le sport outdoor est dans l'ADN de l'équipe Ecosigna. Tu comprendras donc que nous sommes très heureux pour toi et sensibles au fait que tu nous accordes de ton temps, sincèrement. Et nous tenons à te remercier pour cela. Alors pour reprendre l'interview que tu avais faite sur la ligne d'arrivée à Chamonix, tu avais dit que tu avais eu la sensation de voler tout au long de la course. J'imagine que l'ensemble de la course n'a pas été non plus une promenade de santé, n'a pas été facile sur les 170 km. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur moment et le moment le plus difficile à vivre tout au long de cette course? Bon, c'est sûr que ça n'a pas été une promenade de santé en tant que telle, mais disons que par rapport à toutes les courses d'ultra trail que j'ai faites, disons qu'on a une forme d'accoutumance à la douleur en tant qu'ultra trailer à force, et qu'on aussi au niveau mental, disons qu'on peut aussi muscler sa tête, tout comme on musclerait ses cuisses. Et pour l'UTMB, en l'occurrence, le niveau de douleur et le niveau de détresse mentale était bien présent. Peut-être que si je t'avais mis dans toi, Gilles, ce niveau de douleur et puis ce stress mental, tu te serais arrêté ou tu serais tombé à terre. Mais pour moi, là, par rapport à l'expérience que j'avais de cela, ben, c'était pas assez fort pour me perturber. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais eu cette sensation de voler tout au long. J'ai pas eu aussi de baisse d'énergie. Souvent, on peut retrouver des baisses d'énergie dues à une stratégie nutritionnelle un petit peu en défaut ou des troubles gastriques qui font que tu peux pas te nourrir comme tu l'avais prévu. Donc voilà, ça c'était vraiment exceptionnel d'avoir un niveau d'énergie constant tout le long, un niveau de douleur musculaire qui était totalement gérable, donc aucune crampe ou voilà qui m'a vraiment perturbé. Et enfin, au niveau mental, à aucun moment j'ai broyé du noir. Souvent dans un ultra, on va avoir à un moment donné un discours un peu négatif dans notre tête parce qu'on va douter, parce qu'on va être dans une position qui n'était pas celle qu'on avait estimée, donc on est un peu déçu et donc on va broyer du noir. Et puis, comme la tête guide le corps et non pas le contraire, lorsqu'on commence à broyer du noir, ben voilà, on rentre dans un cercle vicieux qui fait qu'on va finir par encore plus baisser notre niveau de performance. Or, pour moi, ça ne m'est pas arrivé du début à la fin. Et j'ai même pu accélérer en milieu de parcours, à Courmayeur, à 80 km, ce qu'en général on ne fait jamais. Là, on ralentit un petit peu en mesure que les kilomètres passent. Mais moi, j'ai accéléré, j'ai fait la deuxième partie plus rapide que la première, ce qui montre bien que j'étais dans un état de forme exceptionnel. Et donc, voilà, ça m'a permis de passer vraiment une course exceptionnelle. Et je pense que c'est ma meilleure course d'un point de vue gestion que j'ai fait à vie. Le meilleur moment, c'est lorsque j'ai vu en mire le troisième coureur. On était au kilomètre 140 à peu près, après Champé, donc ça montre qu'il faut quand même être patient dans ce genre de course. Et moi, je l'avais volontairement accepté parce qu'habituellement, je suis plutôt un coureur de front, à gérer la course de devant, donc ça me stresse beaucoup moins d'être devant. Mais là, j'étais plutôt un coureur qui gérait par l'arrière, ce que je n'avais jamais fait. Et il faut vraiment, 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 vraiment être patient parce que pour aller atteindre la position qu'on espère ou on vise, ben, ça va prendre du temps. Et là, en l'occurrence, aller chercher un podium, c'était au kilomètre 140, donc on parle de vraiment de nombreuses heures. Et à ce moment-là, quand j'ai vu mon niveau de forme dans cette pente, c'était en montée, que moi j'étais capable de courir et que lui, je le voyais marcher vraiment lentement et que je voyais qu'il était un peu cuit. Pour moi, c'était sûr que j'allais le rattraper puisqu'il restait encore 30 km au moins. Et donc, voilà, quand je suis passé à côté de lui, j'ai eu un bon mot pour lui. Je l'ai encouragé, mais je l'ai quand même passé. C'est la course, c'est la compétition. Et là, à ce moment-là, de me retrouver de manière fictive, on n'est pas encore arrivé, mais sur le podium, ça m'a créé vraiment. C'est fou là, de me dire j'étais sur le podium de l'UTMB. Ça, je ne l'avais pas prévu. Là, j'avais plutôt visé un top 10 là, dans mon objectif A en tête. Et ça a été un très grand moment. Et le moment le plus dur, bien, en fait, on a le droit aussi de dire qu'on n'en a pas eu. Ben oui, Voilà, en donc effet. pour cette course-là, j'ai eu aucun moment de doute ou de trouble physique où voilà, j'ai tout été au top et j'ai eu aucun moment négatif. Donc je ne peux pas en dire pour cette course-là. Très bien. Alors, il y a peut-être une raison à ça. La dernière fois, tu m'avais évoqué justement ta stratégie de course et la manière dont vous aviez travaillé avec Grégory. Et c'est peut-être aussi le respect de cette stratégie de course, peut-être que tu vas pouvoir nous en parler, qui fait aussi que vu que tu savais à chaque fois, à chaque point de passage où tu en étais,
et que tu étais dans les clous, c'est peut-être ça aussi qui fait que tu as gardé un super moral tout au long de la course. Alors c'est sûr que la stratégie qu'on a mis en place avec Greg, donc le team manager de Salomon, était très précise et particulière en termes d'engagement, puisque, comme je disais, moi je suis plutôt un coureur agressif en front du groupe, et puis en général, j'avance un petit peu à mes sensations par rapport à l'expérience que j'ai de l'intensité à mettre sur une telle distance. Je sais à peu près dans quelle zone me situer, mais toujours à la limite quand même, on va dire, ce qui fait que on sait que ça peut passer, mais on sait que ça peut casser aussi, hein, c'est ça le risque. Et puis on l'a vu encore cette année, comme sur toutes les courses, sur un groupe de tête voilà, d'une dizaine, quinzaine de personnes, en général, il y en a 10% qui vont pas casser, quoi. Donc c'est quand même petit la part de ceux qui réussissent à pas casser quand on part un peu fort. Mais ça peut marcher, voilà. François est parti fort, il allait au bout. Aurélien est parti fort, il allait au bout. Par contre, tous les autres ont explosé totalement. Quand je les ai repris, j'avais l'impression que c'était des randonneurs sur le sentier tellement qu'ils allaient lentement. Et pourtant, c'est des coureurs de très haut niveau qui sont capables de courir très vite. Mais ils sont partis trop vite. Donc, moi, j'ai pris le choix stratégique proposé de partir plutôt derrière. Et une fois que c'est un choix qui est assumé et qui est visualisé en pré-course et surtout accepté, c'est plus facile à vivre là, parce que c'est quand même difficile pour un coureur de haut niveau de regarder les positionnements et d'être en 30e position sur les premiers ravitaillements. Là, c'est pas confortable parce qu'on sait qu'on vaut mieux que ça, mais voilà, il faut avoir une forme d'acceptation de dire il faut être patient et la stratégie va potentiellement marcher. Puis la personne qui l'a monté avec nous a de l'expérience et s'il nous a proposé ça, c'est quand même pour optimiser au mieux notre potentiel ce jour-là. Donc voilà, une fois que c'est vraiment défini et accepté en amont, c'est plus facile à gérer. Et d'autre part, le fait que de partir plus lentement, donc dans une zone d'intensité beaucoup plus faible que celle qui nous met un petit peu à la limite, nous permet d'être dans un certain confort physique, mais aussi une certaine lucidité qui fait que on va pouvoir faire des choix et des réflexions mentales beaucoup plus précises. C'est-à-dire, on ne se trompe pas lorsqu'on arrive au ravitaillement sur ce qu'on apprend au niveau nutritionnel. Le temps aussi est beaucoup moins déformé. Lorsqu'on est un peu sur la limite, souvent le temps va se déformer. C'est-à-dire que 10 minutes, parfois, on va avoir l'impression que ça dure 1 heure quand on est vraiment dans le dur. Ou au contraire, on va faire un col qui va passer 2 heures à monter et on va avoir cette sensation que ça a duré que 20 minutes. Et donc, au niveau nutritionnel, on peut faire des erreurs parce qu'en général, il faut essayer de se nourrir et de boire au minimum à toutes les 30 minutes un petit peu. Et si on fait des erreurs comme ça, dues à la perte de lucidité, derrière, on va avoir des petits soucis. Et donc, pour moi, le fait d'avoir cette intensité aussi faible, d'être autant en contrôle, m'a permis justement de bien gérer tous les paramètres de course. On parle de la nutrition, on parle du choix vestimentaire. S'il commence à faire froid, on va réussir à sentir ce froid pour se mettre une petite veste, et ainsi de suite. Et tous ces petits détails vont faire une différence. Donc voilà, moi, c'est sûr que ça a été pour moi un gros apprentissage parce que je n'avais jamais fait ça. J'ai pris beaucoup de recul, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé à cette UTMB pendant la course et je crois qu'aujourd'hui j'aborderai les courses différemment. Alors ça ne veut pas dire que sur d'autres courses je ne partirai pas devant sur une course un petit peu plus courte ou un petit peu moins difficile parce que je sais que j'ai moins de risques, mais sur une course de très haut niveau avec des forts dénivelés et une très longue distance, des chances que je repense à cette stratégie-là et que j'en tire des enseignements et que j'applique à nouveau des directions de ce type sur d'autres courses. Et en effet, pour reprendre ce que tu viens de dire, et sur ton temps de ravitaillement et sur la gestion de ton effort et ton accélération à Courmayeur, c'est vrai que le vendredi soir, quand on t'a quitté, tu étais entre la 30e et la 40e position, et à 4h du matin au Chalet Arnouva, tu étais 4e. Ouais, c'est ça. Et tu as passé très peu de temps au ravito en plus. Tu as dû rester 30 secondes sur l'attente, même pas. Je pense que j'ai fait le record de l'UTMB de toutes les années sur le temps cumulé au ravitaillement. C'était une de mes stratégies aussi, de bien me ravitailler, de bien être en contrôle entre chacun des ravitaillements afin de ne pas passer trop de temps dans les ravitaillements. Et l'objectif que j'avais là, que je m'étais donné avec mon équipe de support, c'était de rester pas plus de 1 minute par ravitaillement. Or, un athlète reste en moyenne 10 minutes au ravitaillement de Courmayeur, par exemple.
qui est le ravitaillement de mi-course, là, le gros ravitaillement en Italie. Voilà, donc c'est sûr que si tu cumules sur tous les ravitaillements le temps passé, mais au final, ça peut faire 30 minutes de différence. C'est énorme. C'est très difficile d'aller gagner du temps en courant, mais c'est très facile pour aller en perte dans les ravitaillements. Et ça, c'est grâce aussi à la gestion que j'ai pu rester pas longtemps. Lorsque tu arrives au ravitaillement, que tu es éclaté, que tu n'as plus d'énergie, ben forcément, tu vas t'asseoir, tu vas essayer de manger un petit peu plus, tu vas essayer de reprendre tes esprits, et donc, voilà, tout de suite, tu vas perdre beaucoup de temps. Alors que si tu es bien lucide, tu sais exactement où tu en es, ce qu'il faut que tu prennes. Voilà, tu sais où tu en es. En général, tu arrives au ravitaillement, tu as déjà mangé entre deux, donc tu n'as pas besoin de manger une tonne de nourriture et de repartir avec une tonne de nourriture. Tu es hydraté, donc tu as juste à faire tes 2-3 changements, voilà, recharger un petit peu et puis repartir, quoi. Voilà. Je ne me suis même pas assis de toute la course. Alors que bien souvent, les coureurs s'assoient un petit peu le temps de manger ou changer leurs affaires, mais j'ai même pas posé mes fesses sur un banc de toute la course. Très bien. Alors, tu nous avais sollicité fin juillet entre 2 phases d'entraînement. Au total, tes sessions d'entraînement spécifiques UTMB, elles ont duré combien de temps? Je dirais que ça a commencé quand même assez tôt, là, 6 mois avant, hein, lorsque je suis parti en février à la Trans-Grande Canaria, une course dans les Canaries. Bon, là, j'avais déjà commencé un peu à m'entraîner en janvier en montagne parce que je savais qu'il allait y avoir un gros dénivelé là-bas. Mais disons qu'au retour de Trans-Grande Canaria, en mars, là, j'ai commencé à vraiment m'installer le plus souvent possible en montagne. Bon, le spécifique, c'est de faire du dénivelé et d'aller en altitude, hein, c'est surtout ça, là, les deux paramètres. Donc, j'ai passé beaucoup de temps. Entre deux, il y a quand même eu un petit passage d'1 mois et demi en Polynésie française, sur les îles Paradisiaques. Et donc là, c'est plutôt plat. Donc c'est sûr qu'il y a eu un gros break là, c'était mai-juin. Mais après, au retour de la Polynésie, on était mi-juin là. Donc de mi-juin jusqu'à mi-août, 2 mois complets, j'ai passé ces 2 mois-là pratiquement tous les 2 mois dans les Alpes, entre la Suisse, les Alpes françaises. Souvent, j'essaye aussi de trouver des logements en altitude, dans des villages d'altitude, au-dessus de 1500 mètres, voire 2000 pour m'accoutumer, parce que je savais qu'à l'UTMB, j'avais souvent coincé sur le passage des cols. Et donc, voilà, disons que vraiment le gros bloc où j'ai passé souvent des 20-30 heures d'entraînement par semaine en montagne, ça s'est passé dans les 2 mois précédents, mi-juin et mi-août. Et en Polynésie, tu as un petit peu travaillé la technique de la foulée ou pas? Ou même pas? Non, en Polynésie, du plat. je suis allé y faire une course. Après, c'était vraiment de l'entraînement un peu au feeling. Ça reste que c'est des terrains difficiles et où il fait très chaud. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on fait de l'entraînement en altitude, ça développe tes capacités cardiovasculaires. Mais la chaleur aussi, c'est un très bon paramètre pour développer ses capacités. Donc, voilà, je me suis entraîné souvent dans de la grosse chaleur. Et tu progresses aussi là-dedans au niveau cardiovasculaire. Donc, c'était pas non plus les vacances à 100%, j'ai quand même travaillé. Et puis, bon, il y avait quand même une grosse course aussi, un 50 kg assez costaud que j'ai remporté. Donc, voilà, j'étais dans un niveau de forme et un niveau de confiance qui était déjà parfait ça augurait bien pour la suite, en fait. Ok. On avait évoqué ce que je vais dire, hein, c'est même toi qui me l'avais dit, 99,9% des résultats d'un sportif sont liés à sa préparation physique, son entraînement, son hygiène de vie, son mental, tout ce qu'on a évoqué là jusqu'à maintenant d'ailleurs. La préparation, c'est également, au-delà de l'entraînement pur, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est bien penser à son hydratation, tu l'as dit, son alimentation principale et complémentaire, ses phases de récup. C'est vrai qu'on a un peu moins évoqué les phases de récupération. Tu m'as dit avoir utilisé plusieurs types de compléments alimentaires durant tes entraînements, dont notre phycocyanine, Mineral Blue. Selon toi, quel a été leur impact, ou plus particulièrement sur telle ou telle dimension? Est-ce que tu penses que le Mineral Blue a pu t'aider? Alors, c'est une très bonne question et pour moi, c'est difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui a été le plus positif dans ma préparation parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de changements dans ma préparation et dans ma vie sportive sur de nombreux paramètres. C'est sûr que des fois, les athlètes vont faire un changement et vont voir comment ça va se passer. En l'occurrence, pour moi, j'ai fait énormément de changements au niveau de l'entraînement en lui-même, au niveau du spécifique. Je parlais d'altitude, je parlais de la chaleur. Au niveau sommeil, au niveau préparation mentale, au niveau tenter aussi de sortir tout élément anxiogène de sa vie, puisqu'il faut savoir que le stress a un impact très fort sur la performance et sur l'inflammation du corps avec la production de cortisol.
Et au niveau nutritionnel, c'est sûr que j'ai intégré de nombreux nouveaux suppléments. Bon, c'est sûr que ma base de nutrition, là, qui est la grosse part du gâteau, a aussi été améliorée avec ma copine Alix, qui est une passionnée de nutrition et qui m'a bien fait manger matin, midi et soir pendant 6 mois. Alors qu'habituellement, je mangeais bien, mais j'avais toujours tendance, par manque de temps et de passion et de motivation, à aller au plus simple pour me cuisiner. Alors même si c'était santé, c'était pas ce qu'il y avait de plus santé non plus là. Donc ça a été un gros changement aussi. Et puis au niveau supplémentation, j'ai intégré de la protéine en poudre, des BCAA, donc des acides aminés, beaucoup de suppléments, vitamine C, oméga 3, 6, 9, multivitamines, voilà, et Mineral Blue aussi. Et donc, c'est sûr que je me suis super bien senti pendant toute la phase d'entraînement et pendant la course. Maintenant, pointer du doigt de qu'est-ce qui a vraiment fait la différence, c'est difficile aujourd'hui parce qu'il faudrait plutôt isoler chacun des éléments. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la phycocyanine, par rapport aux effets bénéfiques, on va dans le bon sens. Pour le sportif en l'occurrence, et ses effets anti-inflammatoires surtout, puisque c'est sûr que lorsqu'on s'entraîne aussi fort, on décale un petit peu notre homéostasie, notre équilibre là, et puis c'est sûr que le corps chauffe là, entre guillemets, tout le système de nos tissus, donc les tendons, les muscles, les articulations chauffent, et donc intégrer un supplément qui est fortement anti-inflammatoire va dans le bon sens. Ça c'est le premier élément. Le second, l'effet antioxydant aussi, même chose. Et c'est lié en fait, hein, les deux sont liés intimement. Voilà. Et donc aider à ce que les bonnes cellules ne s'oxydent pas trop pour tenter de les conserver un petit peu plus. Ça va dans le bon sens aussi. Et le dernier élément, c'est entre guillemets l'oxygénation du sang avec l'activation, alors je ne sais plus par quel processus, mais du globule rouge. Naturellement, là c'est vraiment, on est en plein dedans là, pour les sportifs, va avoir potentiellement un effet positif, puisque au plus on transporte de l'oxygène à nos muscles, au plus ils vont performer et optimiser leur fonctionnement. Donc voilà, pour ces 3 éléments, c'est sûr que la phycocyanine pourrait ou a eu un impact positif sur ma préparation et sur ma réussite sur mon UTMB 2021. Est-ce que tu as eu l'impression de mieux récupérer également, suite à des séances d'entraînement intenses C'est sûr que j'ai mieux récupéré aussi parce que j'ai énormément dormi. Et ça, c'est le pilier central. Ouais. Là, dans la récupération, là, il y a plusieurs éléments là, la nutrition, la supplémentation, beaucoup de choses. Mais le sommeil, dormir, c'est là que tout va se faire au niveau réparation. Et c'est d'ailleurs là au moment où on va progresser, puisque c'est là que le corps se répare. Et en 2021, j'ai quand même eu du temps et un mode de vie qui a fait que j'ai pu énormément dormir. Là, on parle de sieste d'au moins 2 heures par jour pour des nuits de 9 à 10 heures. Là, donc, j'ai énormément dormi, ce que je n'ai pas fait avant. C'est indécent. J'ai dormi comme un triathlète. Là, les triathlètes, c'est ce qu'ils font là, entre deux entraînements, entre la nage, le vélo et la course, vont dormir et dorment la nuit. En fait, ils font juste s'entraîner, dormir, manger. Et donc, oui, j'ai beaucoup récupéré par rapport au sommeil, je pense, principalement. Et ensuite, c'est sûr qu'avec la supplémentation, encore une fois, comme il y a des aliments, des suppléments, comme la phycocyanine par exemple, qui aident à la récupération aussi, potentiellement, ça aurait joué un rôle positif dans ma récupération, puisque chaque nouvelle journée, mon corps était frais et dispo pour repartir sur une énorme charge d'entraînement. Je n'étais pas dans une dérive où je faisais que me dégrader et j'allais au plus mal, non, au contraire. Tous les matins, je me trouvais frais et dispo pour repartir sur une grosse séance d'entraînement, ce qui prouve que la veille, la récupération avait été fortement optimisée. Et aujourd'hui, tu es toujours en pic de forme ou plus quand même, malgré tout Depuis l'UTMB, j'ai eu une grosse baisse d'énergie, là, c'est sûr, ça fait parce qu'on se pousse quand même fort. J'ai repris l'entraînement la semaine dernière et cette semaine, j'ai des très bonnes sensations. Après, je n'ose pas pousser assez à l'entraînement pour aller voir où je me trouve d'un point de vue forme, parce que c'est un danger aussi. Je préfère rester un petit peu en dessous de ma limite pour pas prendre de risques, parce que je voudrais pas mettre un gros choc à mon corps, puisque je pars dans une dizaine de jours sur le marathon des sables et je veux pas déjà que c'est une chance que mon corps m'offre l'opportunité d'aller là-bas en santé, sans aucune inflammation. Donc je veux pas trop lui en demander en ce moment pour savoir si je suis vraiment encore dans un pic de forme.
Mais c'est sûr qu'après s'être préparé aussi longtemps, la forme ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Là, tu en profites pour quelques mois. Reste à voir comment la maintenir sans trop bousculer, trop en demander pour tenter de progresser encore. Là. Donc c'est sûr que je vais surfer sur l'état de forme que j'ai réussi à obtenir sur tous les mois de cette année-là. Après, voilà, je ne sais pas à quel moment dans l'année je vais sentir le moment. Il va falloir que je me remette vraiment au charbon là, pour tenter de progresser encore. Mais c'est sûr que ce n'est pas tout de suite et ça viendra potentiellement à l'automne, là, lorsque j'aurai quand même assez bien récupéré. Là. C'est important dans une carrière sportive de laisser le temps au temps et surtout sur la récupération. Sinon, le corps peut totalement exploser, là, notamment au niveau thyroïdien et hormonal. Là. Une fois que ça crache, ça peut être irréversible. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Là. Très bien. Le marathon des sables sera une bonne jauge de ton état de forme. Tout à fait, tout à fait. Pour le coup. Voilà, il y a énormément de médias qui m'appellent en ce moment et qui me posent la question c'est quoi ton objectif au marathon des sables? Ça va être de donner le meilleur de moi-même. Je n'ai pas la réponse. Et la réponse, je l'aurai à l'étape numéro 1. Voilà, je vais le voir. Je vais faire l'étape numéro 1 qui va être un marathon dans le désert. Tout de suite, je vais le voir après 20 km, comment je me sens au niveau cardiovasculaire et musculaire. Si je me sens super bien, on ira pour aller tenter une belle position et puis compétitionner sur la semaine du marathon des sables. Et si je vois que ça ne va pas du tout, mais j'ai déjà accepté dans ma tête le fait de lâcher la bride et de profiter du marathon des sables plus dans un aspect pur plaisir et tourisme que compétition. Donc voilà, la réponse... elle sera à l'étape 1, le 3 octobre du marathon des sables. L'étape 1 plus le démarrage de l'étape 2 en fonction de ta récup. Exactement. Ouais. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, on va voir aussi comment le corps va réagir entre l'étape 1 et 2. La nuit, puisqu'on va dormir dehors, par terre, au gré des vents et du sable. Et puis, je ne sais pas si je suis habitué à ça, on verra. Et puis, si mon corps est capable, encore un niveau de récupération assez rapide pour être frais et dispo la deuxième journée. Est-ce que tu auras besoin de nous, justement, pour le marathon, au niveau phycocyanine? Non, mais j'embarque pas de phycocyanine avec moi là-bas parce qu'on a une question de gestion du poids qui est vraiment importante. Et là, je suis en train de compter le moindre gramme jusqu'à en couper le bout de mes lacets de chaussures pour économiser du poids. Bon, alors, ok. Alors, on va éviter. Ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. On va te suivre déjà à partir du 3 au Marathon des Sables. Avec grand plaisir, et quoi qu'il arrive, au final, par rapport à ce que tu dis, tu auras tout gagné.